Je viens de finir de regarder l'épisode 7 de la saison 3 de La Roue du Temps et je l'ai trouvé excellent. D'ailleurs, l'épisode 6, vous l'avez trouvé également excellent. Tous les lendemains d'une sortie de vidéo, je mets en place, pour ceux qui ne le savaient pas, un post où vous pouvez voter si vous avez bien aimé ou si vous n'avez pas aimé l'épisode. Et là, dans cet épisode 6, 100% des gens qui ont voté ont aimé l'épisode. Attendez dimanche si vous voulez voter pour l'épisode 7. On a une introduction qui met en place directement ce qui va se passer dans cet épisode. On comprend tout de suite qu'elle va être concentrée sur le combat de Manetheren, sur le combat de Deux Rivières face au Trolloc, face même au Cap Blanche peut-être. Les habitants se préparent à combattre. Ils fabriquent des armes, ils fabriquent tout plein de choses qui pourraient leur permettre de réussir à battre les Trollocs. Perrine, dans le dernier épisode, a clairement su les convaincre. Personne ne fuit, chacun est prêt à se sacrifier pour Deux Rivières. On reparle de nouveau des Zingari, on les avait presque oubliés. Perrine apparemment était au courant que les Zingari étaient dans le coin. Ils se font attaquer régulièrement par les Trollocs ces derniers temps et pour les protéger, il les a invités à Deux Rivières. On apprendra au fur et à mesure que les Zingari serviront surtout pour aider les enfants à fuir si malheureusement ils n'arrivent pas à retenir les Trollocs et que le combat se termine à Deux Rivières. Ils ne serviront évidemment pas au combat. Pour rappel, ils suivent le paradigme de la feuille, une sorte de religion qui leur interdit toute arme, tout combat. Le fait de les avoir dans cette scène, dans ce combat, permet de rajouter plus de conflits. Pas seulement un conflit de bataille, mais également un conflit d'émotions, un conflit intérieur. À ce moment-là de l'épisode, je pensais que les Zingari allaient peut-être finir par prendre les armes, enfin certains d'entre eux. Mais ce sera seulement un Zingari qui choisira de prendre les armes pour se défendre, pour défendre un pauvre bébé contre un Trolloc. Mais ça arrivera plus tard dans l'épisode, mais je vous en parle maintenant parce que ça ne change pas grand-chose au déroulé de l'épisode finalement. Ça aura probablement un impact dans la prochaine saison. Perrine, pour sauver Deux Rivières, il sait très bien que des paysans face à 500 Trollocs ce n'est pas suffisant, décide d'aller voir les Capes Blanches. Il veut négocier avec leur chef. Pour rappel, Perrine, dans la saison précédente, a tué le père du chef actuel. Ensemble, ils seront bien sûr plus capables de battre ces Trollocs, de battre les suppôts des ténèbres. Alors que s'ils font deux groupes séparés, ils mourront tous les deux. C'est là qu'on comprend qu'il se passe quand même quelque chose, parce que les Capes Blanches prétendent qu'il n'y a seulement que 10 Trollocs et que Deux Rivières n'a pas besoin d'aide. Alors que Perrine prétend qu'il y a 500 Trollocs. Une différence qui permet de nous poser quelques questions. Est-ce que finalement les Capes Blanches ne sont pas également des suppôts des ténèbres? Ou est-ce que Padan Fain les mène en bateau depuis le début? On a bien vu qu'il arrive en tant que renfort avec d'autres Capes Blanches, sauf qu'on sait très bien que lui, il n'est absolument pas de ce côté-là. Mais ça, on aura la réponse en fin d'épisode. On a Perrine qui propose un choix. Il lui propose que les Capes Blanches les aident, et en contrepartie, Perrine se livre aux Capes Blanches au jugement de la lumière. La proposition sera refusée, le chef a bien trop de haine envers Perrine, et il s'en fout totalement de Deux Rivières, il ne veut donc pas les aider. Il souhaite juste que Perrine meure de la main des Trollocs. Ensuite, comme toute scène de bataille qui se respecte, on a plusieurs scènes qui nous permettent de nous rattacher à nos personnages émotionnellement. Premièrement, on a une scène avec Logier et les deux Aiel, une scène qui aura son importance également. Ce n'est pas juste des scènes d'attachement et c'est pour ça que j'apprécie énormément cette série. Il n'y a aucune scène qui n'a pas son importance pour plus tard. Même les scènes qui sont moins dans l'action, ont leur importance. On a également Alana et Maxime, son champion, qui tentent de tourner la page définitivement, enfin, de la mort du deuxième champion qu'on a eu au premier épisode. Perrine se rappelle qu'il a tué sa propre femme, il ne veut pas que ça arrive de nouveau. Il veut protéger Faye, sauf que elle, contrairement à son ex-femme du coup, est une combattante. Elle veut rester se battre avec Perrine. Ensuite, on a tout un rapprochement avec les deux sœurs de Matt, de Perrine et de Faye,
qui eux aussi auront leur importance parce que les deux filles serviront certes un rôle mineur, mais serviront également dans la bataille. Ils ne sont pas là que pour la décoration. Mais toute cette scène ne dureront pas très longtemps, car les Trollocs arrivent et ils mettent rapidement leur plan en marche. Les paysans de Deux-Rivières s'enfoncent dans la forêt le plus loin possible du village pour essayer de les retenir, pour essayer de fatiguer les Trollocs psychologiquement et faire en sorte que même s'ils n'arrivent pas à tous les battre, au moins les Trollocs repartiront en arrière. Perrine se lance dans la chanson pour tenter de motiver les troupes. Et cela marche et nous donne plutôt une chanson riche en émotions. Il faut savoir que je regarde l'épisode en VF, mais je conseille cette chanson en VO. J'ai pu l'écouter à la fin de l'épisode et elle rend tellement mieux. Manette et Reine revit grâce à cette chanson. On sent clairement dans ces scènes de combat que la menace est totalement déséquilibrée. On a quoi 100 paysans à tout casser, 100 personnes de Manette et Reine avec des armes basiques qui ne savent pas se battre et qui n'ont pas d'armure contre 500 suppôts des ténèbres, dont des Trollocs et des humains. Et d'ailleurs, je trouve que la réal a une très bonne idée. Ça fait du bien de ne pas voir une bataille se dérouler la nuit. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était dans la bataille des bâtards dans Game of Thrones qui se passe également en pleine journée. Bon là, ça se passe au crépuscule, mais au moins cela nous permet de voir tout ce qui se passe, de ne pas avoir une bataille fouillie. Le peuple de Manette et Reine pensait gagner, pensait que les Trollocs battaient en retraite, sauf que ce n'était pas le cas. C'était une tactique des Trollocs, or les Trollocs n'ont aucune tactique. Normalement, ils vont en avant et se battent. Point barre. Et là, il semble qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière tout ça. Quelqu'un qui contrôle les Trollocs. Alors que l'Aes Sedai pensait avoir réussi à les faire fuir avec une scène qui est plutôt bien mise en avant, avec des effets spéciaux qui sont bons. Et d'ailleurs, c'est dans cette scène que les deux filles, les deux sœurs de Matt Cotton auront leur importance. On a donc l'Aes Sedai qui revient à Deux-Rivières ainsi que Perrine pour voir comment ça s'est passé. Sauf que l'Aes Sedai se fait violemment tirer dessus. On a donc nos premières scènes d'émotion, nos premières larmes qui peuvent couler. Ça y est, on sent qu'il va y avoir du danger, que nos personnages sont en danger, qu'ils peuvent mourir. Le peuple de Manette et Reine revient à Deux-Rivières. Cela s'est très mal passé, les Trollocs sont revenus à la charge. Ils ont dû fuir. Toute la bataille va se dérouler à Deux-Rivières. Mais heureusement pour eux, ou malheureusement, les Capes Blanches arrivent pour sauver le peuple de Manette et Reine. Le discours a finalement résonné dans la tête du chef. Malgré sa haine, il décide de sauver le peuple de Deux-Rivières contre la vie de Perrine. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que derrière tout ça, derrière la personne qui contrôlait les Trollocs, c'était Padan Fain, un suppôt des ténèbres qui s'était introduit dans les Capes Blanches. Les portes s'ouvrent et la bataille commence. Les Trollocs arrivent à rentrer et les Capes Blanches ne peuvent plus rien faire. De l'autre côté, on a donc les Trollocs qui viennent en renfort via les portails qu'on a pu observer tout au long des saisons. Logier souhaite fermer définitivement le portail qui mène à Deux-Rivières. Il est accompagné des deux Aiel et ils réussissent à éliminer les gardes qui se trouvaient devant le portail. Logier rentre parce que le seul moyen de casser ce portail, c'est de l'intérieur. Sauf que là, il y a des centaines, voire même beaucoup plus, de torches qui sont allumées. Les Trollocs arrivent bel et bien par ce portail. Il n'a pas beaucoup de temps. Et là, on a une scène qui est également extrêmement bien faite et qui, moi, m'a surpris. Je ne m'y attendais pas. Le portail ne se casse pas comme prévu. Il est incassable finalement de l'intérieur. Le seul moyen de le détruire est de le faire tomber. De détruire la plateforme sur laquelle le portail se trouve. Et avec sa massue, il frappe. Il frappe. Et juste avant que les Trollocs arrivent, la plateforme s'effondre avec le portail et avec Logier. Il s'est sacrifié pour que les renforts des Trollocs n'arrivent pas. C'est une mort touchante. Personnellement, je ne m'attendais pas du tout que Logier meure, et encore moins maintenant. C'est certes un personnage qui, dans cette saison, n'a pas grande importance, mais qui a une importance dans le livre. C'est peut-être pour ça que j'y suis plus attaché. Les scènes de combat, même à Deux-Rivières, sont excellentes.
Malgré qu'il se passe maintenant de nuit, le soleil s'est couché, les feux qui se propagent, la lumière qui est suffisamment haute nous permet donc de voir tout ce qui se passe, encore une fois. Ça paraît bête de souligner quelque chose d'aussi simple, mais j'ai vu tellement de séries, tellement de films où on ne comprend rien, on ne voit rien. Et là, donc, il faut souligner que la réal a réussi son coup. On sent de la rage, de la haine, de la colère dans chacun des personnages que l'on suit et même des personnages que l'on ne connaît pas. Tout le peuple de Manetheren est à fond. Le peuple de Manetheren est prêt à se sacrifier. Perrin réussit à avoir Padanfein, le suppôt des ténèbres qui a emmené les Trollocs jusqu'ici. Et c'est là qu'on apprend pour quelle raison De Rivière est attaqué. Une raison bête mais efficace. Le dragon étant d'origine de ce village, le fait de l'attaquer, c'est le mettre en colère. C'est le défier. C'est faire en sorte qu'il arrête de se cacher dans le désert des Aiels et qu'il se montre enfin. Perrin négocie avec Padanfen comme on peut négocier avec ce genre de personne. C'est un lâche, c'est quelqu'un qui a peur de mourir et il va jouer là-dessus. Soit il meurt, soit il s'enfuit, mais avec les Trollocs. Et évidemment, c'est cette deuxième solution qu'il va choisir. Il va choisir la vie, il va choisir de s'enfuir avec les Trollocs et les autres suppôts des ténèbres. Il choisit donc également une solution qui risque d'avoir un impact pour sa vie. Il choisit de ne pas finir l'ordre qu'il a commencé des ténèbres. Si l'ordre vient des rejetés, je ne suis pas sûr que ça va beaucoup leur plaire et je pense même qu'ils vont tenter de le retrouver pour se débarrasser de ce personnage. Et c'est comme ça que le peuple de Manetheren, que le peuple de paysans ont réussi à faire fuir les Trollocs, à battre l'armée du suppôt des ténèbres. Je vous le rappelle, Perrin avait fait une promesse contre l'aide des Capes Blanches. Les Capes Blanches étant venus, ils reviennent chercher leur dû. Ils reviennent chercher Perrin. Et contre le désaccord de tout le monde, de tout le peuple de Rivière, ils décident quand même de suivre les Capes Blanches et de faire face au jugement de la lumière. Et c'est sur cette scène que l'épisode se termine. Il est acclamé par tout le peuple de Manetheren. On l'appelle le seigneur de Rivière. Je pense pas non plus qu'il va mourir, je pense qu'il va réussir à s'en sortir par je ne sais quelle raison. Les prochains épisodes pourront donc nous surprendre, voire même la prochaine saison si on n'a pas la solution dans l'épisode d'après. J'ai passé un très bon moment à regarder cet épisode et vous pouvez le voir, je n'ai pas réussi à vraiment faire de critiques mauvaises. Pour moi, c'est un épisode quasiment parfait. Je ne vois pas ce qui aurait pu être ajouté de plus. Peut-être une mort plus impactante parce qu'au final, Aliana n'est pas encore morte. De toute façon, je n'ai pas grand-chose à dire sur cet épisode, si ce n'est que j'ai bien aimé la réalisation. Les effets spéciaux sont bons, les jeux de lumière sont bons, tout est réussi. Et pourtant, il y a eu des épisodes d'avant où vraiment au niveau scénario ça pêchait. Mais là, tout est, vous pouvez le voir, je n'ai finalement pas grand chose à dire, si ce n'est que vous allez passer, ou que vous avez également passé probablement un bon moment dans cet épisode. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de Daredevil et pour le prochain épisode également de La Roue du Temps. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et je vous dis ciao.